Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S905 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 octobre 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et formateur Arnaud Frisch pour cette grande masterclass consacrée à la technologie du Pixel Shift. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible cette technologie et revenir en quelque sorte sur toutes les notions qui sont importantes à connaître et à comprendre pour en saisir l'intérêt. On va donc parler capteur, stabilisation, définition, résolution, c'est pas la même chose, matrice de Bayer, moiré et bruit numérique. Arnaud, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert la technologie du Pixel Shift que l'on retrouve dans presque tous les boîtiers actuels du marché? Alors, très important, pour que ça fonctionne, il faut que le boîtier soit évidemment numérique, mais surtout stabilisé. Pourquoi? Parce que c'est le déplacement très léger et parfaitement contrôlé du capteur qui va nous permettre d'obtenir ces fameux avantages du Pixel Shift. Donc très important, un boîtier stabilisé. Il faut quand même revenir à la base de la base. Là, on dit Pixel Shift, très bien, mais en français, ça donne quoi? On entend souvent haute résolution. Or, Arthur l'a dit aussi, il y a une différence à faire entre résolution et définition. On n'est pas plutôt dans de la haute définition? Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, on peut avoir de la haute résolution à partir d'un fichier basse définition. C'est simplement le nombre de pixels qu'on va mettre par unité de mesure, souvent le pouce. Mais avec 1000 pixels, on pourrait très bien décider d'imprimer à 1000 ppi, et donc on aurait à dpi, et on aurait une image très haute résolution, avec pourtant une faible définition. La définition, c'est à proprement parler le nombre de pixels. 6000 par 4000 par exemple va nous donner 24 millions de pixels, et à partir de ces 24 millions de pixels, on peut décliner des milliers de résolutions différentes, de 1 dpi à 100 millions de dpi, peu importe, vraiment aucune importance, ce qui va simplement définir comment tous ces pixels, par exemple, sont imprimés, à quel niveau d'impression ils sont, à quel niveau de taille de papier ces pixels doivent rentrer avec un chausse-pied sur une feuille de papier, un timbre-poste, une feuille A4, une affiche ou autre. Donc la résolution, c'est vraiment une déclinaison d'utilisation par ailleurs, une fois qu'on a réalisé sa prise de vue. Il y a deux approches avec le Pixel Shift. La plus évidente, c'est celle qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est la possibilité de générer des images ultra haute définition avec son boîtier, mais ce n'est pas la seule, Non, puisque exactement. cette technologie-là permet aussi, si j'ai bien compris, d'améliorer les détails et les couleurs d'une photo, c'est ça? Voilà. Donc, premièrement, il faut absolument que le capteur soit stabilisé pour qu'il soit mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait une prise de vue classique, donc avec un appareil photo qu'on va dire très défini aujourd'hui, environ 50 millions de pixels. Si vous partez d'un boîtier avec 50 millions de pixels, vous avez donc là, on pourrait dire, on n'a presque pas besoin d'augmenter cette définition qui est considérable. Avec une telle définition, on peut réellement réaliser de très nombreux projets avec justement une très haute résolution d'impression, par exemple pour imprimer une affiche. Mais on a encore des petits soucis que tu as parfaitement décrits tout à l'heure. La précision des couleurs, je vais expliquer pourquoi. Éventuellement parfois du moiré, du bruit dans l'image. Et puisqu'on peut aller déplacer le pixel, les ingénieurs se sont dit, mais au fait, on pourrait en plus augmenter entre guillemets artificiellement la définition de notre capteur qui au départ fait 50 millions. Avec une petite astuce technique, on pourrait même monter à 200 millions de pixels pour des cas d'usage très particuliers. Et là, je reviens à un truc tout bête, le record dont on parlait tout à l'heure. Une telle image ne sert pas à être imprimée, il n'y a absolument pas besoin d'une image 26 gigapixels pour être imprimée correctement. En revanche, pour une diffusion sur Internet et pour faire par exemple un chercher Charlie, il n'y a pas mieux. Si vous partez d'une image de 200 millions de pixels, vous avez une image tellement définie que vous allez pouvoir, par exemple, sur Internet, y cacher des petites choses pour faire un jeu. Ça serait beaucoup plus compliqué avec seulement, entre guillemets, 50 millions de pixels.
Tu as utilisé un terme qu'il faudrait peut-être définir pour les gens qui nous écoutent et qui découvrent un petit peu cet univers qui peut être un petit peu effrayant au départ. Tu peux nous définir ce qu'est le moiré? Alors le moiré, c'est quand vous allez photographier quelque chose qui, dans la vraie vie, a un motif très régulier, les mailles d'un tissu par exemple, et bien quand la définition en pixels, la taille des pixels, ils sont extrêmement petits, vous avez l'image qui va arriver sur le capteur à travers une optique, plus ou moins bonne, et bien quand le détail dans la vraie vie est extrêmement régulier, l'image que l'on va obtenir ne va pas forcément systématiquement montrer cette maille parfaitement régulière, mais va donner des espèces de stries, comme si on avait ajouté une image par-dessus l'image, des espèces de stries là aussi régulières, mais pas dans le sens de la maille, et en général, c'est une strie claire, une strie foncée, une strie claire, une strie foncée, souvent bleue, et ça donne un motif irrégulier, régulier, mais qui ne correspond pas à l'image que l'on souhaite photographier, et qui est clairement un défaut. Donc là, pour enlever ce défaut-là, il va falloir utiliser différentes astuces. Toi, Arnaud, tu utilises quoi comme boîtier pour faire tes images en pixel shift? Alors, pour le premier boîtier avec lequel j'ai pu faire du pixel shift, c'était le boîtier Leica SL2 que j'avais précédemment. Aujourd'hui, je viens d'acheter le Fuji 102, 100 millions de pixels, qui bénéficie de la double technologie de pixel shift dont on va parler aujourd'hui, les couleurs et la définition. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Leica SL2 bénéficiait de la multi-résolution, multi-shot qu'ils appelaient, qui n'a pas été reconduit dans les 60 millions du boîtier suivant, le SL3, par exemple. Et avec ton Fuji, du coup, tu peux monter à combien de millions de pixels? Donc, 100 millions multiplié par 4. Le principe du pixel shift, c'est de faire des micro-déplacements du capteur de manière à ce qu'un pixel d'origine soit finalement découpé en 4 pixels par la suite. Avec un micro-déplacement de seulement un demi-pixel, vous allez pouvoir faire comme si vous aviez des pixels encore plus petits, encore plus fins, et donc un pixel est transformé en 4 pixels. Donc 200 millions, je passe à 400 millions quand j'utilise la technologie haute définition. Sur un trépied, du coup. Ah bah là, forcément. Là, qui dit photo pixel shift, donc le capteur va se déplacer très progressivement. Donc, si on cherche la première application à laquelle on pense, c'est forcément augmenter la définition. Donc là, vous avez votre capteur qui va se déplacer par micro-mouvement d'un demi-pixel. Donc, il va falloir forcément faire plusieurs photos à chaque fois. Et dans le cas du Fuji, par exemple, c'est 16 photos. On ne peut pas faire autrement. Vous avez 4 photos pour pouvoir couvrir entièrement un pixel et le découper en 4. Mais comme en plus, il y a une procédure pour améliorer la précision des couleurs, donc de 4, on passe à 4 x 4. Pourquoi 4? Rouge, vert, bleu et une deuxième fois vert. Donc vous avez 4 photos pour augmenter la définition et x 4 pour augmenter la précision des couleurs. Donc 16 photos, c'est évidemment impossible ou pratiquement impossible à main levée quand on cherche de telles définitions. Mais je note que certains boîtiers essayent par exemple, je crois chez Olympus, essayent de faire en sorte... On y reviendra tout à l'heure, on reparlera un petit peu de la prise de vue sur le terrain. Il y a effectivement des acteurs qui permettent de réaliser du pixel shift, donc la photo haute définition à main levée. Dans l'esprit, c'est plutôt trépied, mais effectivement, on peut la décliner. Bon, après, là, au niveau de l'esprit, je comprends un petit peu moins, puisque le but de la main levée, c'est justement d'aller un petit peu plus vite. Donc, faire corréler de la très haute définition avec du main levée, je comprends moins. Mais donc, dans mon usage, c'est évidemment sur trépied que je réalise des photos haute définition. Est-ce que c'est une technologie qui est récente ou est-ce que ça fait très longtemps que ça existe finalement, ça? Depuis qu'il y a de la stabilisation, et alors là, vous allez rire, mais je vais sortir mon joker et je vais m'adresser à Arthur parce que je crois que quand on a préparé cette émission, tu m'as sorti une date qui doit forcément être corrélée avec le mouvement du capteur. Alors, ça remonte même à avant l'apparition de la stabilisation, puisqu'on est dans les années 2000. Donc là, c'est des dos photos moyen format chez Imacon, par exemple, qui utilise la technique du multi-shot avec un dos à balayage qui reprend un peu, en gros, la technique du scanner. Et cette technologie de multi-shot par déplacement du capteur, et ben, ils arrivent sur d'autres modèles, comme chez Hasselblad en 2010,
sur le H3D250 MS pour multishot, qui déjà, dès 2010, est capable de générer des images en 200 millions de pixels. Évidemment, tu as quand même raison, cette technologie est intrinsèquement liée avec l'apparition de la stabilisation capteur, arrivée en 2004 pour le rappel chez Minolta dans un réflexe qui s'appelait le Dynax 7D, arrivé en 2006 chez Pentax sur le K100D et donc naturellement en 2015 chez Pentax sur le K3-2. Et en parallèle, au même moment, il arrive chez Olympus sur l'OMD EM5 Mark II. À l'époque, en 2015, un OMD EM5 Mark II est capable de générer des images à 40 millions de pixels. Donc ça remonte un peu, mais on le voit aussi, et l'actualité de ces dernières années nous l'a montré, les gros constructeurs s'y sont mis que très récemment. Chez Sony, c'est en 2017 que la technologie a été introduite sur l'Alpha 7R Mark III. Chez Lumix, c'est en 2017 également sur le Lumix G9 microcaltière. Et alors chez Canon et Nikon, c'est pas compliqué, ça fait que quelques mois que ça existe. Nikon l'a introduit pour la première fois sur le ZF en 2023 et Canon l'a introduit par mise à jour de firmware en 2023 sur les R3 et les R5. Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que une telle fonctionnalité peut être implémentée via une simple mise à jour de firmware, quoi. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc le R5 qui était déjà un produit très haute définition, 45 millions, accroît encore plus finalement son arc créatif et c'est hyper chouette. Par contre, tout le monde ne joue pas à armes égales, on va y revenir aussi parce que la plupart de ces constructeurs nécessitent un passage via la voie logicielle pour réaliser des assemblages, tandis que d'autres permettent d'obtenir des images de définition dès la prise de vue. Et on va en reparler. Alors, l'une des premières questions à se poser est finalement pourquoi vouloir générer des images en ultra haute définition ? On parle de 400 millions de pixels sur un moyen format Fujifilm GFX 100, 240 millions de pixels sur un A7R5, 96 millions de pixels sur un Nikon Z6 III ou encore 100 millions de pixels sur le Lumix G9 II. Les deux grands arguments de l'ultra haute définition sont les possibilités de recadrage et les tirages très grand format. Et sur ce dernier point, nous avons demandé à Hervé Pin, tireur numérique d'art chez Photodar, de nous dire ce qu'il en est réellement, et il s'avère que ce n'est pas tant une histoire de taille de tirage, mais plutôt de résolution d'impression qui devient le paramètre limitant. En fait, il ne faut pas confondre les résolutions constructeurs et les résolutions optiques aussi. Donc en impression, moi je vais te parler de ce que je connais. Ce qui compte, c'est la résolution optique. Donc que ce soit un scanner ou un appareil photo, moi c'est au final je veux voir quand j'imprime, je sais que mon imprimante elle est capable d'imprimer à 288 dpi, voilà, c'est sa résolution maximale. Donc quand on fait des grands formats, on est même avec des fichiers très, très grands, on est rarement à 288 dpi, quand on est sur un 1,50 m par 2 mètres, pour un tirage, ce qu'on appelle un grand format. Mais les résolutions de sortie, finalement, même avec un fichier de 400 millions, ça m'étonnerait qu'on soit au-dessus de 300 dpi, quoi, même au-dessus, donc voilà. Le problème, c'est qu'on est limité par la finesse d'impression de l'imprimante. En fait, le gros problème du numérique ou de l'impression numérique, c'est qu'on n'a pas encore atteint la finesse d'un argentique. Par exemple, on prend un 4.5. Si tu prends un négatif ou un Ekta 4.5, que tu fais un contact directement sur le papier, on est sûrement à des résolutions qui sont au-delà de 8000 dpi, ne serait-ce que sur le papier, quoi. Donc on n'aura jamais d'imprimante qui est capable d'une telle finesse. Il y a une présence incomparable qu'on n'arrive pas à atteindre même avec des alors en théorie, les supercapteurs peuvent capter l'information, mais on n'est pas capable de les restituer sur des petits formats. J'espère que ça va évoluer encore parce que j'aimerais bien retrouver la finesse du contact 20-25 argentique. Alors je pense pas qu'on arrive à 5000 dpi, ça me paraît pas possible, mais peut-être à déjà arriver à un vrai 400 dpi optique ou un 500 dpi, ça pourrait être assez fabuleux sur des petits tirages, sur des tout petits tirages 30-40 très très détaillés.
Ça pourrait être sublime, ouais. Mais bon, bah, ouais, les règles d'évolution, ça va être, je pense effectivement, ça, c'est que les industriels qui savent sur quoi bosser. Mais je pense qu'effectivement, coupe, le papier, encre, et puis, les couchages aussi, vont faire que mais je crois qu'ils maîtrisent pas mal déjà les couchages parce que leur technique là de kaolin, réduit en poudre nanométrique et pulvérisé sur le papier, qui encapsule l'encre, la goutte qui fait déjà un millionième de litre. Apparemment, je sais pas si on peut faire mieux, j'en sais rien. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Bon, Arnaud, du coup, si c'est pas l'impression, la finalité, à quoi ça sert? C'est faire des images à 400 millions de pixels. Ah bah très simplement. Donc, il y a la première chose auquel on peut penser quand on est photographe amateur, c'est évidemment la finalité, le tirage. Mais là, par exemple, je viens d'aller photographier une grotte ornée. J'avais déjà photographié, donc depuis 2015, je travaille pour le Centre national de la préhistoire, et donc on me demande des photos très haute définition. Et là, à quoi ça sert? C'est évidemment pas pour imprimer, mais tout simplement pour les chercheurs. Les chercheurs ont besoin d'avoir des fichiers très définis pour pouvoir faire des analyses quand ils ne sont pas sur site. Donc moi, je fais très attention à mon éclairage pour faire ressortir les infractuosités d'une grotte et tous les pigments qui ont été déposés par nos ancêtres. Et donc pour faire une analyse extrêmement fine, quand ils ne sont pas sur site, ils ont besoin de très haute définition. Et je prends par exemple un cas très concret sur la grotte Chauvet. Quand je l'ai photographiée, c'est une grotte qui, par chance, a été découverte par des vrais amoureux de l'archéologie, de la paléontologie et de la géologie. Et donc, quand ils ont découvert la grotte Chauvet, ils ont pris soin de ne pas souiller cette grotte. Donc, quand les scientifiques sont arrivés quelques jours après, on a déposé des voies de circulation pour ne surtout pas souiller la grotte. Ce qui veut dire que même les scientifiques n'ont pas le droit d'aller où ils veulent le long des parois. Quand ils veulent faire une analyse très précise d'un endroit, ils doivent déposer des demandes et autres requêtes. Et donc, mes photos très haute définition permettaient quoi? De, par exemple, définir pour un scientifique, il regarde mes photos, il voit qu'à tel endroit, il y a suffisamment de charbon, par exemple, pour faire un prélèvement de charbon pour une datation. Et donc, en analysant précisément mes photos très haute définition, ils peuvent savoir où est-ce qu'ils vont engager ce prélèvement et donc de ne pas marcher n'importe où le long de la paroi pour aller justement être à la recherche de ce fameux endroit de prélèvement. Donc, ça leur fait un gain très très précieux pour ne pas abîmer la grotte. Mais aujourd'hui, tu possèdes un moyen format de 100 millions de pixels. Est-ce que ce ne serait pas suffisant pour réaliser ce travail-là? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir besoin d'aller à 400? Alors, là, c'est une très très bonne question, Benjamin. Alors, selon mes essais, en fait, moi, ce que j'utilise, et on va en reparler un petit peu plus tard, dans le pixel shift, ce n'est pas forcément l'augmentation de la définition, mais c'est autre chose dont on va, je crois, parler maintenant, c'est la précision des couleurs. Donc quand je photographie mes grottes, moi mon 100 millions de pixels avec cette option qui n'était pas disponible sur mon précédent boîtier, mais qui est disponible sur le Fuji 102, c'est la possibilité, donc cette fois-ci, on ne cherche pas à augmenter la définition, mais on utilise une technologie de pixel shift, donc de déplacement du capteur. Pourquoi? Parce que nos capteurs CCD, CMOS ou autres sont forcément des capteurs noir et blanc. Comment on obtient la couleur? En mettant par-dessus une grille, ce qu'on appelle un filtre, qu'on appelle une grille de Bayer. Une grille de Bayer, donc c'est des petits colorants, 2 fois vert, 1 fois bleu, 1 fois rouge. Je rappelle que pourquoi 2 fois vert? Parce que l'œil humain est 2 fois plus sensible, si on regarde les courbes de sensibilité dans le rouge, le vert, le bleu, ce qui reproduit la vision humaine, on est 2 fois plus sensible dans le vert que dans le bleu et dans le rouge. Donc par simplicité, parce que les scientifiques m'ont expliqué qu'on pourrait, puisque c'est des calculs mathématiques, on met des coefficients, peu importe, mais par simplicité, on a donc dit, tiens, pour coller à la vision humaine, on va mettre 2 fois plus de vert que de rouge et de bleu. Donc ça veut dire que sur un pixel, vous allez avoir uniquement la sensibilité au vert, celui d'à côté le rouge, le bleu. Mais si vous, par exemple, vous photographiez du rouge, le pixel bleu, le pixel vert ne reçoit pas de lumière. Donc, pourquoi on est obligé de calculer, dès qu'on a fait une prise de vue, on est obligé de faire un petit calcul qui est évidemment extrêmement rapide, donc on peut déployer plusieurs images à la seconde, mais il y a n'empêche un calcul qui est fait, c'est, il faut demander à son voisin, et toi, est-ce que tu as vu quelque chose? Moi, j'ai vu du vert, mais toi, est-ce que tu as vu? Si les 2 pixels rouge et bleu n'ont pas vu d'information,
eh bien, ils sont obligés d'aller demander l'information au pixel vert pour lui dire « Bon, bah toi, tu as vu quoi ? Donc, j'imagine, je suppose, mais c'est une supposition, c'est un calcul qui est fait, donc qui est par définition théorique, qui est « Bon, bah puisque toi, tu étais à 127 dans la valeur verte et toi, tu étais à 126, j'imagine que nous, on devrait se trouver quelque part par là. » Et donc, en termes de précision, vous reconnaîtrez qu'on peut aller mieux. Là, si on photographie, par exemple, dans cette zone-là du vert, ça veut dire qu'on n'a que 2 pixels qui fonctionnent. On a 2 pixels qui n'ont pas reçu l'information. Donc, augmentation du bruit, tout le tralala. Donc là, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on va faire un truc génial. On va déplacer le curseur, notre appareil photo, le capteur. Et donc, on va le déplacer cette fois-ci d'un pixel entier. Donc le vert, qu'est-ce qu'il va voir cette fois-ci? Eh ben, il va vraiment voir l'information bleue, et puis le rouge, puis à nouveau le vert. Donc chaque pixel va recevoir une information colorée correspondant à la vraie couleur qu'il y a derrière ce pixel. Et donc si par exemple c'est du vert, quand il va se déplacer, il va vraiment voir que le rouge n'a rien vu, que le bleu n'a rien vu. Mais là maintenant, donc ça nécessite un petit calcul qui peut se faire soit par voie logicielle sur l'ordinateur, soit directement dans le boîtier, ce qui était le cas du Leica. Mais là, on ne calcule plus, on ne devine plus la couleur que chaque pixel a dû voir. Chaque pixel a vraiment vu une vraie couleur très très précise. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est flagrant avec le Fuji, quand on fait une photo, et si par exemple je devais photographier un musée, forcément que j'utilisais cette technologie, non moins pour les pixels, mais pour la précision des couleurs, puisque là, les rouges sont beaucoup plus purs, les verts sont plus purs, toutes les couleurs primaires sont davantage pures, parce que c'est une vraie vision de la couleur précise auquel on a affaire, et puis un simple calcul théorique. Voilà pourquoi c'est très précieux pour moi. Chapeau pour la vulgarisation. Merci beaucoup. Merci. Chapeau pour la vulgarisation, Arnaud. Vraiment, c'est pas évident. Là, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et donc ça, c'est un système qui fonctionne sur une logique de série de 4 photos. Exactement. Et il y a même des constructeurs, par exemple Nikon, en particulier, enfin pas en particulier, par exemple sur leur nouveau Z6 III, qui propose de faire dans cette même philosophie une série de 8 photos. C'est-à-dire qu'ils font 2 passes différentes, ce qui leur permet, en ayant 2 séries, de pouvoir réduire en plus et au passage un certain nombre d'artefacts, le moiré on en a parlé, et de travailler sur les notions de bruit numérique. Arnaud, on peut aussi exploiter cette technologie un peu et la détourner pour faire de l'astrophotographie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, comment? Je reviens juste, Arthur, je me permets de revenir juste sur la remarque précédente, sur la réduction du bruit. Ce qui est dommage, c'est que puisque de toute manière les processus sont plus ou moins rapides et quand on est sur trépied, on peut attendre le temps qu'il faut, ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas poussé le bouchon encore plus loin, puisque les astronomes dont je fais partie nous apprennent qu'on divise le bruit par 2 quand on multiplie le nombre de prises de vue par 3. Donc là, on aurait pu aller encore un petit peu plus loin au niveau de la réduction du bruit en allant justement jusqu'à x3 la prise de vue. Mais c'est juste un petit aparté parce que j'ai la chance de connaître l'univers de la photo, de l'astrophoto. Bah écoute, alors, si les ingénieurs entendent tes propos, ils pourront peut-être rectifier ça via une mise à jour. Hein. Oui, exactement. Donc là, voilà, on pourrait aller encore un petit peu plus loin et améliorer cette super qualité, le multishot. Donc pour la précision des couleurs. Et donc la déclinaison, ben voilà, derrière on déroule le fil d'un mouvement de capteur et puisque quand on essaye de faire de la photo astronomique, on est face à 2 problèmes majeurs, la faiblesse des objets qu'on cherche à photographier, donc il faut poser longtemps. Et pendant qu'on pose longtemps, évidemment, la Terre tourne et donc on a des mouvements. Les étoiles vont laisser des petites traces rectilignes dans le ciel au lieu d'avoir des étoiles très ponctuelles si le temps de pause s'allonge. Par exemple, avec un 16 mm de focale en 24-36, vous faites le calcul si vous avez un format APS-C, eh bien, au-delà d'une dizaine de secondes, les étoiles ne seront plus ponctuelles, vont commencer à faire des traces. Et donc là, je crois que je me demande si c'est pas Pentax qui a dégainé cette possibilité. Le capteur est capable de deviner, grâce aux coordonnées GPS, la position du photographe. Grâce à une petite boussole interne, il est capable de savoir dans quelle direction on est en train de photographier le ciel. Et à partir de ça, il va faire des petits calculs, se dire, théoriquement, l'étoile doit donc bouger de telle manière pendant le temps de pause. Eh bien, le capteur va se déplacer et va suivre, comme si c'était un moteur qui compense la rotation de la Terre,
donc évidemment dans les limites du mouvement possible du capteur, mais je crois qu'on peut dépasser la minute de pause, et non, donc largement dépasser les 10 secondes, et ce qui permet quoi? De baisser la sensibilité ISO pour avoir des photos qui ne sont pas prises à 6400 ISO. Et donc là, on a les deux gains. On a la légèreté d'un boîtier qui n'a pas besoin d'une monture spéciale pour compenser la rotation de la Terre, des ISO qui baissent, donc une photo plus lisible, et malgré tout, une compensation de la rotation de la Terre avec des étoiles ponctuelles et suffisamment lumineuses pour avoir une vraie photo astronomique. Pour compléter tes propos sur ce point, on peut renvoyer à l'émission qu'on a consacrée à l'astrophotographie avec l'astronome Thierry Legault, qui avait vraiment un propos aussi très clair et passionnant sur le sujet. Alors, on parle couleur, on parle ultra haute définition, on parle qualité d'image, tout ça avec cette technologie de pixel shift. Mais bon, il y a aussi des solutions qui sont purement logicielles, qui permettent d'augmenter, de suréchantillonner une image numérique et qui sont au cœur de l'actualité, notamment avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. Topaz, par exemple, propose Gigapixel en version 7, qui est un module qui permet d'augmenter la définition des images jusqu'à 6 fois et jusqu'à 1 milliard de pixels. Est-ce que c'est pas ça, Arnaud, le futur ou l'avenir de cette technologie, l'IA, tout simplement? Alors, évidemment, c'est quelque chose auquel on pense. Alors, je remarque qu'il y a deux catégories d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs comme moi qui vont plutôt privilégier la prise de vue, l'augmentation de définition à la prise de vue, choisir des boîtiers plus définis et éventuellement utiliser la technologie multishot, et d'autres qui vont choisir plutôt une approche logicielle, dont moi je suis moins emballé. Je trouve que la précision avec des pixels va plus loin, parce que là on photographie la réalité. Dans l'autre cas, il faut la créer, il faut l'inventer. Donc, mais c'est vrai que les processus d'intelligence artificielle sont tellement surprenants que là aujourd'hui, il faudrait que je reteste un logiciel dont tu viens de parler, dans sa version 7, pour pouvoir faire une comparaison. Malheureusement, je n'ai pas fait cette comparaison très récente, mais dans les essais que j'avais fait précédemment avec d'autres versions, mais là ça remonte à une petite dizaine d'années, je préférais systématiquement augmenter le nombre de pixels réels de mon image, quitte à assembler des photos ensemble pour augmenter réellement le nombre de pixels plutôt que d'utiliser des voies logicielles. Voilà, là je fais partie moi du camp plutôt pixel, donc mécanique, plutôt que logiciel. Est-ce que du coup dans ce cas, dans le cas d'une action logicielle, on peut encore parler de haute définition quand on parle de suréchantillonnage ou d'interpolation d'un fichier? Bah, si vraiment c'est le cœur qui parle, moi j'ai envie de te dire, pas vraiment. Parce que à l'aune de tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire qu'on va surgonfler un fichier, on va essayer de le surexploiter, mais à partir des informations dont on dispose, qu'on va interpréter, mais du coup, c'est plus de la haute définition. Exactement. Et un vrai retour d'expérience. Je me suis amusé un jour, et là on va rebondir sur l'intervenant précédent. Donc le tirage. Je me suis amusé à prendre mes fichiers haute définition, à les imprimer à une haute résolution. Et je me suis amusé cette fois-ci à prendre le même fichier, à en augmenter artificiellement avec les outils qu'il y avait dans Photoshop à l'époque, à augmenter artificiellement la résolution de mon image, puisque sur le précédent tirage, je devais avoir une résolution à peu près 100 dpi. Quand on regarde un fichier relativement loin, parce que relativement grand, ça suffit largement. Je rappelle que les fameux 300 dpi ne sortent pas de la botte d'un chapeau ou d'un magicien, c'est tout simplement qu'on s'est aperçu que quand on imprimait à 300 dpi, le nombre de points qu'on mettait tous les pouces, tous les 2,54 cm, permettait pour un œil qui observe un tirage à 40 cm d'avoir le sentiment que d'imprimer à une résolution supérieure ne servait plus à rien. On n'avait pas davantage de détails en augmentant la résolution d'impression. On est dans quelque chose, et si on fait un calcul d'ailleurs par le pouvoir séparateur de l'œil, eh ben on s'aperçoit que ça coïncide, ça match. Donc le vrai savoir-faire des imprimeurs qui, de manière empirique, nous ont dit c'est autour de 300 dpi, quand on fait le calcul avec le pouvoir séparateur de l'œil des gens qui voient très très bien, ça coïncide, autour de 300 dpi. Je me suis amusé cette fois-ci à imprimer mon fichier en augmentant sa définition
pour pouvoir avoir une résolution de 300 dpi. J'analyse les deux tirages. Pour moi, le plus beau, clairement, c'était le tirage imprimé à 100 dpi. Évidemment, quand je me rapproche considérablement du tirage, je vois bien qu'il est plus tellement défini, mais l'autre, comme c'était un calcul artificiel, je trouvais que le côté ciselé avait été perdu, des détails fins, des bords de toit, d'un fil électrique. Il était un petit peu baveux, et je trouvais ça beaucoup moins beau à vouloir respecter cette sacro-sainte règle des 300 dpi, quelle que soit la taille de tirage, donc quelle que soit la distance à laquelle on regarde un tirage. Je rappelle de manière occasionnelle là que quand les imprimeurs impriment des 3x4 pour le métro, ils impriment à 30 LPI, donc 15 dpi. On est vraiment sur des résolutions très très basses. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez 300 dpi, c'est pour 40 cm. Et quand vous regardez votre tirage 10 fois plus loin, puisque vous n'allez pas coller votre nez sur une affiche de 3x4 dans le métro, vous êtes 10 fois plus loin, et bien comme par hasard, 30 dpi vont largement suffire. C'est le moral de la fable, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Mais oui, exactement. Bon, moi, je reviens quand même 2 secondes sur cette histoire d'intelligence artificielle. Et c'est l'occasion de reparler des derniers boîtiers Canon, à savoir le R5 II et très prochainement le R1. Alors, si on peut, en quelque sorte, reprocher à Canon d'être assez conservateur d'une certaine façon, s'il y a bien un sujet sur lequel ils sont novateurs sur le R5 II et probablement le R1, mais ça sera confirmé une fois que le boîtier est sorti, c'est que Canon a décidé de ne plus mettre de pixel shift sur le R5 Mark II et d'intégrer directement en interne un mode ultra haute définition, 179 millions de pixels générés par le boîtier avec une IA. Là, je ne me prononce pas, j'attends de voir les résultats. Moi, je suis vraiment très pragmatique. Voilà, je note que c'est effectivement la tendance actuelle, donc attendons de voir. Alors maintenant qu'on a bien compris le principe de fonctionnement du pixel shift et ce que cette technologie peut apporter aux images, on va s'intéresser à la pratique, car on va le voir, c'est quand même plutôt contraignant. On écoute le témoignage du photographe Guillaume Musso, ambassadeur Fujifilm, qui travaille comme toi Arnaud au GFX. Il nous sensibilise sur les aspects importants à prendre en compte quand on se lance dans une prise de vue en pixel shift, en particulier avec un moyen format. Alors, la chose auquel il va falloir faire attention quand on fait du pixel shift, et particulièrement avec un moyen format, c'est que c'est une technique qui est extrêmement exigeante par rapport à la stabilité, donc la stabilité du sujet et la stabilité du système de prise de vue. Le moindre micro-décalage va générer des artefacts en post-production qui seront pratiquement impossibles à récupérer. Il va falloir vraiment faire beaucoup de retouches pour obtenir ça. Le phénomène va être amplifié par le moyen format, tout simplement parce que on a une surface plus importante, avec plus de pixels. Donc, on va augmenter en fait, ce qui fait l'avantage d'un moyen format, justement, c'est toute cette surface et ce nombre de pixels qui va offrir de la richesse en plus, mais qui va nécessiter de l'exigence supplémentaire dans la mise en œuvre. Je pense qu'avec un boîtier de résolution 3-4 fois moindre, on est dans la proportion à peu près équivalente de réduction des risques. Donc déjà, il y a la nature de la prise de vue sur laquelle il va falloir être un petit peu prudent, donc on va rester plutôt sur de l'objet. Concernant le dispositif de prise de vue, là aussi, le maître mot, c'est stabilité et donc il va falloir veiller à plusieurs points. Moi, ce que je préconise, c'est l'utilisation d'un trépied, si possible, assez lourd. Le poids offre de la stabilité et on n'hésite pas à l'alourdir avec des gueuses, des poids. On suspend quelque chose de façon à vraiment ce que ça ne bouge pas. On va utiliser évidemment le retardateur, on va couper le stabilisateur optique s'il y en a, parce que sinon il va évidemment générer des micro-mouvements qui vont se voir. Et puis, nous-mêmes, on va être très vigilants à ne pas bouger. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un parquet, par exemple, c'est interdiction de bouger, le moindre mouvement va se voir. Alors en soi, la prise de vue en elle-même, donc à partir du moment où on va déclencher, sur le boîtier, va être extrêmement rapide, puisqu'il y a une séquence de 16 vues, qui vont être, faites, vraiment entre guillemets «en rafale».
Donc c'est 16 fois le temps d'exposition qui aura été choisi. Donc ça, bon, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème particulier, c'est rapide. Par contre, bon, bah, c'est toute la préparation, vérifier la mise en œuvre, que le pied soit bien fixé, que la mise au point soit bien calée, qu'on ait bien réglé l'ensemble du boîtier, qui fait que bon, ça va être un petit peu plus long qu'une prise de vue ordinaire, faite main levée au flash, enfin, en autofocus, je veux dire. Et pour le coup, c'est un peu plus long, mais enfin rien de rébarbatif. Les gens qui travaillent sur la nature morte, généralement, prennent beaucoup de temps pour préparer la séquence de prise de vue. 1 minute de plus sur le boîtier, ça change rien. Arnaud, l'ennemi public numéro un du pixel shift, c'est le mouvement. Voilà, excusez-moi. Sauf dans le cas de l'astronomie, où là on cherchait à compenser, mais là on ne cherche pas à faire de l'augmentation de définition, on cherche juste à compenser la rotation de la Terre. Dans tous les autres cas, c'est l'ennemi juré. À tel point que c'est quelque chose qu'on va utiliser avec des objets statiques. Tout ce que moi j'ai pu voir en extérieur, ne serait-ce qu'avec le vent, les nuages qui bougent, ça va exactement là, vraiment, je rejoins à 100% tout ce qu'a dit Guillaume. En tant qu'utilisateur du Pixel Shift, je retiens tous les points techniques qu'il a soulevés. Dès qu'il y a un très léger mouvement, le problème, c'est que ça donne un artefact curieux, bizarre, qui n'est pas très joli. Et s'il fallait retoucher tous les défauts d'artefacts que ça va générer en post-prod, on y perdrait vraiment un temps infini. Donc absolument, l'ennemi numéro un, c'est le mouvement, à tel point que, à mon avis, certains sujets sont très compliqués à photographier en haute définition, ne serait-ce que quelque chose que j'aime beaucoup, la photo de paysage. Donc personnellement, je la réserve, donc évidemment, vous l'avez compris, dans les grottes. Et si je devais photographier aujourd'hui des tableaux, en tout cas des choses statiques et plutôt en intérieur, là éventuellement j'utiliserais cette technique. Mais en extérieur, j'évite, en tout cas les essais que j'ai pu faire, que ce soit avec mon précédent boîtier et le Fuji, surtout avec le Fuji, on est à 16 photos et non plus 8. Là, on multiplie encore plus les micro-mouvements possibles des branches d'arbres et autres. Donc là, ça rend la photo en extérieur pratiquement multi-shot, très haute définition, pratiquement impossible. Puis dans son témoignage, Guillaume, il parlait aussi du poids de son trépied. Ça nous ramène presque à du travail photographique à la chambre. Toi, tu bosses avec quel type de pied? Ça pèse combien ton sac photo? Alors là, si par exemple j'ai une prise de vue dans les grottes, j'emmène mon gros trépied Gizzo 6 branches avec je sais pas des colonnes de combien, mais c'est un trépied qui doit peser 3 kilos, quoi. Donc dès que je fais de la très haute définition, j'emmène pas mon trépied classique, j'emmène forcément le gros trépied, un vieux trépied Gizzo qui monte très haut d'ailleurs, mais surtout pas, évidemment, je monte surtout pas très haut, justement, quand je fais de la haute, pour éviter tous les micro-mouvements. Là, vraiment, à 100% d'accord avec Guillaume, il faut éviter tous les micro-mouvements, même les siens, effectivement, sur un parquet. Donc, j'en arrive même au point où je bloque ma respiration pour bouger vraiment le moins possible quand je fais de la photo très haute définition. Si on faisait un petit pas à pas, hein, vraiment étape par étape sur la construction d'une séquence en pixel shift. Arnaud, dès qu'on a déjà validé son cadrage, qu'est-ce qu'on fait juste après? Donc, vraiment très important, bien choisir la mise au point. Là, vous avez une telle définition que la profondeur de champ, de manière mécanique, va être réduite. Vous allez avoir une zone de profondeur de champ, quand vous allez la regarder, elle paraissait suffisante à 100 millions de pixels. Pourquoi? Parce que le pouvoir séparateur de l'œil dont on parlait est à une certaine valeur. Là, en augmentant x4, c'est presque comme si on divisait par 4 la profondeur de champ réellement utile, c'est-à-dire où l'image nous donne l'impression d'être parfaitement nette. Donc très attention, ça marche bien avec des objets plans, avec des objets en volume, c'est beaucoup plus complexe d'avoir une définition parfaitement maîtrisée dans tout le sujet. Là, je me souviens de la photo multishot d'Hasselblad. Quand il s'agit d'objets, il faudra presque cumuler avec du stack focus, plusieurs focus les uns derrière les autres, pour enlever le précédent défaut. Donc, autant vous dire que c'est des photos qui ne peuvent se réaliser qu'en studio et avec un très gros ordinateur derrière. Donc, très important, faire très attention à sa mise au point. Où est-ce qu'on la veut précisément? Dans le Fuji, c'est facile. On peut grossir énormément l'endroit où on va faire sa mise au point, qui est manuel, sans stabilisation optique
très important, mais ça va de pair. La stabilisation, ça ne se fera que sur le mouvement du capteur. Donc ça, vraiment, les points clés, l'endroit où on va faire précisément sa mise au point, on grossit beaucoup pour l'avoir extrêmement précisément. Et ensuite, évidemment, le retardateur. Et autre point qu'a pas précisé Guillaume, dans le cas où j'utilise le Fuji, j'utilise systématiquement l'obturateur électronique et pas l'obturateur mécanique. Et j'en veux pour preuve, un jour, j'avais emmené un précédent boîtier mécanique moyen format dans une école d'ingénieurs à côté de chez moi et on avait mesuré les vibrations. Au 15e de seconde, les vibrations de tout le boîtier qui était sur mon gros trépied étaient telles qu'elles duraient exactement un 15e de seconde. Donc en fait, j'avais remarqué que je ne pouvais pas utiliser le 15e de seconde avec ce boîtier-là, donc obturateur mécanique, parce que pendant toute la durée de la prise de vue, mon boîtier bougeait, micro-bougeait. Évidemment, là, on avait mis des détecteurs ultra précis, mais j'avais constaté que ma photo ne me semblait pas très nette, et quand on regarde sur l'oscilloscope, on voyait bien que ça vibrait. Donc, absolument désactiver les obturateurs mécaniques, passer par les obturateurs électroniques, que ne manque pas d'avoir ce genre de boîtier. Quel que soit le type d'éclairage? Alors, oui, alors voilà, ça maintenant, comment il faut éclairer? Bon, quand vous avez 16 photos à faire, vous n'allez pas éclairer au flash, il faut de la lumière continue. Et là, attention, bien choisir sa lumière pour éviter les scintillements. Alors là, pas à cause des vibrations et autres, mais parce que le temps de pause, effectivement, on va faire 16 photos, mais imaginez que vous ayez envie de faire une photo d'1 seconde à chaque fois, ce qui est possible avec le Fuji, mais ça veut dire que la prise de vue entière dure 16 secondes. Donc là, attention, il faut faire attention. Alors si c'est 1 seconde, très bien, on n'a pas de scintillement. Si on commence à être autour du 60e de seconde, 125e de seconde, on peut avoir des scintillements. Donc là, est-ce qu'il ne faudra pas mettre un filtre neutre pour pouvoir augmenter son temps de pause, éviter les scintillements? Voilà. À chaque fois qu'on va avoir un petit problème, il va falloir le régler en pensant « je vais faire 16 photos ». Et par exemple dans les grottes, pour éviter les ombres trop brusques, avec un éclairage de côté, eh bien j'utilisais un temps de pause relativement long, et qui ne doit pas être trop long à cause des couleurs, mais je déplaçais ma lumière de manière à avoir des ombres pas trop brutales, pas trop nettes, légèrement floues, et donc je déplaçais ma source de lumière, de manière à éviter ces mécanismes où tu as quelque chose de particulièrement net. Et puisqu'on est dans le détail, là on est vraiment avec toi sur le terrain, dans la prise de vue, on voit le trépied, on voit le boîtier, on y est là. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de la profondeur de champ? Est-ce qu'il y a un diaph en dessous duquel tu descends jamais du coup? Ou est-ce que sur mon Fuji, c'est très simple. J'ai fait des tests en amont, forcément. Jusqu'à maintenant, j'avais plutôt tendance à aller jusqu'à F11 avant de voir les effets de la diffraction. Sur le boîtier Fuji, je ne dépasse pas F8. Clairement, à F11, j'ai ce que j'avais sur mon précédent boîtier, où là je pouvais aller à F11 avant de voir les effets de la diffraction, jusqu'à F11 ça allait. On voyait bien qu'il y avait une petite baisse de qualité par rapport au 5.6 ou au 8, mais ça allait. C'était vraiment marqué à partir de F16. Dans le cas du Fuji, quand je fais du pixel shift, ou même d'ailleurs quand je n'en fais pas, je me limite à F8. Mais là, c'est des essais que j'ai fait en amont, avant évidemment de descendre dans la grotte. Donc surtout, voilà, la consigne, si vous voulez le faire, faites des essais avec vos propres optiques et voyez à partir de quel moment vous avez vraiment le sentiment que la diffraction commence à intervenir. Et il y a une petite règle mémotechnique qui permet de savoir à peu près quelle est la valeur de diaph limite pour ne pas observer ce phénomène de diffraction. Généralement, si on multiplie le pitch, donc la largeur du pixel de son boîtier par 3, on tombe grosso modo sur la valeur de diaph à laquelle il faut se mettre au maximum. Le format d'enregistrement, Arnaud, cette technologie, on peut la faire en JPEG, est-ce qu'on peut la faire en RAW aussi d'ailleurs, tiens? Alors on peut la faire en RAW. Dans mon précédent boîtier, ça se faisait directement dans le boîtier. Je récupérais un fichier qui était 4 fois plus lourd que le fichier RAW non multishot. Dans le cadre du Fuji, je peux évidemment travailler en DNG et les photos sont assemblées directement dans un logiciel propre à Fuji, donc que j'ai téléchargé, qui est très léger, et donc on lui met la séquence de 16 images à manger et il va nous sortir un nouveau DNG, très important,
un nouveau DNG. Dans le cas du Fuji, quand on travaille en RAW, on est en format non propriétaire, le fameux RAW universel d'Adobe, le fameux DNG. Et donc, je récupère un fichier qui est beaucoup, beaucoup plus lourd, avec et 4 fois mieux défini en tout, directement grâce au logiciel Fuji. Bon. Donc ça va dépendre des boîtiers. Il y a des boîtiers où ça se fait en interne et des boîtiers où ça se fait en externe. Eh bien justement, certains constructeurs poussent cette technologie plus loin et tentent d'une certaine façon de limiter les contraintes. C'est le cas par exemple de Lumix et OM System qui offrent un mode Pixel Shift, accrochez-vous, à main levée. On écoute Thierry Bourque d'OM Digital Solutions nous en parler. Alors, la façon de travailler sur la haute résolution à main levée maintenant sur OM System, donc qui est intégré dans nos boîtiers actuels, hein, puisque l'OM5 et l'OM1 bénéficient de cette technologie main levée et trépied. Et le développement de cette technologie à main levée va être très simple en fait pour les personnes. Il faut penser bien sûr à l'activer. Et une fois que la fonction est activée, vous faites une photo normale. Il n'y a pas de, voilà, vous visez, vous êtes dans le mode haute résolution et à ce moment-là, vous allez déclencher. L'appareil automatiquement va générer, lui, 12 photos. C'est comme s'il déclenchait 12 fois, mais vous en rendez pas compte. Vous déclenchez qu'une seule fois. Et ensuite, lui va assembler quelque part ces 12 photos qu'il a créées pour vous générer ce fameux fichier en 50 millions de pixels. Le mode haute résolution à main levée va compenser le bouger du photographe puisqu'on doit être sur des sujets fixes. Donc il ne faut absolument pas, si vous voulez avoir une image parfaite, il ne faut absolument pas que les sujets que vous êtes en train de photographier aient du mouvement. Sinon, ça va vous créer un effet, je schématise un petit peu comme une vitesse lente à des endroits et à d'autres endroits, vous ne l'auriez pas. Donc il faut faire attention sur vos sujets. Je pense à la nature, par exemple. Si vous avez du vent de manière très importante dans les arbres, ça va vous générer effectivement un mouvement dans les arbres et vous n'aurez pas cette précision que vous pouvez éventuellement rechercher en mode 50 millions de pixels. Maintenant, c'est aussi ouvrir la porte à une forme de créativité, puisque moi, je connais beaucoup de photographes qui utilisent cette fonction pour justement, grâce à ces 12 images qui vont générer le fichier de 50 millions, avoir des images différentes qui peuvent apporter quelque chose dans leur créativité. L'assemblage doit se faire dans le boîtier pour nous, puisque on veut que ces fonctions soient le plus accessibles possible. Et dans l'esprit d'OM System, anciennement Olympus, donc, on a toujours eu envie que les gens passent plus de temps à faire des photos que de traiter leurs photos sur l'ordinateur. Donc, si on peut générer le fichier final à partir de l'appareil photo, c'est ce que l'on fait, que ce soit en mode 50 millions de pixels ou en mode 80 millions de pixels, vous aurez toujours la possibilité, et c'est automatique de toute manière, de la création du fichier final généré directement par l'appareil photo. Donc, vous aurez toujours le fichier RAW et le fichier JPEG en haute résolution. Donc, ce soit sur du 80 millions ou du 50 millions de pixels, le fichier final, ou je devrais dire les fichiers finaux, seront en haute résolution, RAW et JPEG. Alors, j'ai fait un petit abus de langage quand j'ai parlé de Pixel Shift pour ces modes haute résolution à main levée, parce que Thierry explique que, en tout cas chez OM System, et j'imagine que ça doit fonctionner de la même manière chez Lumix, quand on est en mode haute résolution à main levée, il n'y a pas de Pixel Shift, il n'y a pas de déplacement du capteur, il y a juste une grosse séquence rafale qui est réalisée quasiment instantanément avec de puissants algorithmes en post-production à l'intérieur du boîtier qui vont venir, d'une certaine façon, extrapoler la définition originale de l'image et augmenter cette définition. Non, pour aller un petit peu plus loin, c'est intéressant ce que dit Thierry sur le fait de se concentrer sur la prise de vue et moins sur la post-prod. Et à souligner aussi, sur les boîtiers OM System, il y a des petites choses quand même assez innovantes, notamment l'intégration de filtres ND qu'on ne trouve pas chez les autres non plus. Et je trouve que c'est vraiment très malin. Et je le rejoins en ça, c'est que parfois, on a peut-être envie d'être un peu plus en prise avec le terrain et la composition qu'avec les courbes de Photoshop devant son écran. Bon, après, pour cette histoire de fusion, c'est évidemment assez intéressant que le boîtier soit capable
de le faire lui-même. Ça n'a évidemment de sens réellement que sur ces modes à main levée, mais il y a une contrainte hein, qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a un temps de processing par le DSP de l'appareil qui va donc immobiliser le boîtier pendant, je ne sais pas, 1, 2, 3 secondes, peut-être même un peu plus. Et donc, on ne pourra pas être dans une instantanéité, une réactivité totale. Ce que ce serait bien, c'est qu'on puisse choisir finalement si on veut la fusion en interne ou si on veut la faire en poste sur un ordinateur pour pouvoir être plus réactif aux besoins, quoi. De toute façon, je pense que depuis qu'on t'écoute tout à l'heure, Arnaud, on a bien compris que c'est pas une pratique frénétique où à la Cartier-Bresson, on va chercher l'instant décisif, quoi. Enfin, on a l'impression plus de quelque chose de posé, presque méditatif. Oui, c'est ça, exactement. Faut en avoir presque besoin. Si moi je l'ai souhaité, par exemple, pour photographier certains sujets lors de certaines commandes, c'est réellement un vrai besoin, soit précision des couleurs, soit augmentation des pixels. Donc après, il y a des déclinaisons qui peuvent être artistiques. Là, j'ai beaucoup aimé la remarque, même si effectivement c'est un représentant de la marque, mais réellement j'ai apprécié là quand il a parlé d'augmenter de déployer un peu sa productivité, sa créativité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je reviens du coup sur un point technique qui nous ramène au début de la conversation à propos du fameux objectif extrêmement fin. Ce que j'observe, c'est que là, on a des passerelles qui se font de plus en plus entre le monde des smartphones, qui ont une puissance de calcul invraisemblable, et pourquoi nos smartphones nous sortent des images acceptables avec des si petits capteurs, des si petits pixels, c'est parce que justement, ils utilisent toutes ces combinaisons. Quand un iPhone fait une photo, il ne prend pas un seul cliché, il prend des dizaines de clichés, exactement de ce dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit les astronomes qui l'utilisent pour certaines raisons, les photographes de commande comme moi pour d'autres raisons. Tout ce monde-là a compris l'intérêt de multiplier les prises de vue et de les assembler ensemble. Et maintenant, il commence à y avoir ce que personnellement aussi j'attends de certains boîtiers, même quand on travaille en JPEG, d'utiliser des technologies des smartphones pour les mettre dans nos boîtiers, parce qu'en JPEG, nos smartphones font des fois des photos, notamment par exemple en HDR, plus jolies. Nous, pour avoir du plus joli avec nos réflexes, parfois, sur certains critères évidemment, pas la définition, il va falloir qu'on utilise des techniques très avancées dans Photoshop. Et donc j'aime cette idée qu'on va utiliser des différentes technologies et qu'il y a des passerelles qui se font entre différents acteurs pour pouvoir améliorer aussi la qualité de nos images quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand on a envie d'aller vite. Moi, des fois, je me retrouve avec des fichiers énormes alors que j'aurais juste voulu photographier, faire une photo souvenir. J'ai qu'un seul boîtier qui malheureusement est très très défini. Je n'ai pas tout le temps besoin de cette définition-là. Et c'est ça que j'aime dans tout ce dont on parle, c'est toutes ces passerelles qui sont en train de se définir tranquillement sous nos yeux. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je serais même un petit peu plus dur avec l'industrie de la photo, parce que moi, j'ai quand même la sensation que l'écart se creuse de plus en plus entre la photographie au smartphone et la photographie plus traditionnelle. Mais c'est J'ai le droit d'être un d'accord autre, avec toi? mais c'est un autre sujet d'émission. Quoi qu'il en soit, pour terminer, on va parler un petit peu de fusion. Donc, si le boîtier ne propose pas cette fusion en interne, eh ben, il faut faire appel à un logiciel dédié. Chaque constructeur propose son propre logiciel qui permet de réaliser cette opération en post-production. On écoute Roland Serbiel de Nikon France nous parler du processus d'assemblage d'images en pixel shift proposé par Nikon. C'est plusieurs parties. Il y a toute la partie, certes, calage de la lumière ou pas de lumière additionnelle. Il y a toute la partie stabilisation du boîtier. Après, il y a toute la partie réglage du menu avant d'appuyer sur déclenchement. Et puis ensuite, on récupère les images. Et c'est là où on les récupère avec le logiciel maison qui est NX Studio. Et donc, lorsque l'on fait nos séries d'images, même si elles sont toutes dans le même dossier, directement notre navigateur les voit et surtout est capable de les trier. Donc, quand vous allez sélectionner des groupes d'images à assembler, si je puis dire, il va directement vous assembler la bonne série, et c'est sans doute lié à tout ce qui est données EXIF et tout ce qui est échelle de temps notamment. Et donc, une fois qu'il les sélectionne, tout simplement, il nous propose de les fusionner pour créer un nouveau fichier. Donc ça, c'est la partie 1 et c'est facile.
Maintenant, là où ça se complexise un petit peu, c'est que dans l'appareil photo, on a différents flux et tout est également possible. Et donc là, on va un petit peu ouvrir entre les images faciles à tester, destinées peut-être à de l'écran classique, destinées à de l'impression ou destinées à de l'écran HDR. Dans tous les cas, pour du JPEG, ok, l'intérêt, on le voit, ça va vite et c'est juste la partie logiciel qui interpole l'image. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de le faire en RAW, parce que déjà, on est sur une image en 12 bits. Donc, certes, l'application, elle a un petit peu plus de matière première pour travailler correctement. Et puis, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que l'image qui émergeait, c'est comme ça qu'il appelle le logiciel, elle est toujours retravaillable comme un fichier RAW. Ça veut dire que je peux revenir sur un picture control alors que l'image a été assemblée. Je peux revenir sur une balance des blancs, une correction d'exposition. Donc, finalement, je peux travailler sur l'image finale avant peut-être de la relancer sur un autre logiciel pour finir son traitement. Et puis après, on sait que dans les appareils photo de ces nouvelles générations, on a deux types de travaux, les modes standards et les modes HLG. Et puis les modes HLG, c'est donc des modes de couleurs un petit peu accrues qui sont optimisés pour travailler avec les nouvelles générations d'écrans qui sont HDR. Donc, qui affiche beaucoup plus d'informations qu'un écran classique d'ordinateur. Et là, on peut tout à fait faire ces opérations de pixel shift directement en mode HLG pour générer derrière une image HDR. Et puis là, c'est vrai que ça prend pas mal de puissance aussi. Ouais. Bon, ce qu'on lit entre les lignes, c'est que finalement, cette opération d'assemblage avec le logiciel constructeur en post-production sur un ordinateur, c'est quand même quelque chose qui a l'air, en tout cas, relativement simple et ludique à réaliser. Arnaud, est-ce que il existe des logiciels spécialisés pour ça ou finalement les solutions offertes par les constructeurs suffisent largement? Alors, c'est amusant que tu me poses la question parce que d'habitude, j'adore avoir réponse à tout. Et donc, je m'intéresse à plein de choses qui, des fois, sortent de mon champ. Et bien là, je ne peux pas répondre précisément, mais donc moi, j'utilise la solution Fuji. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne très bien et surtout très vite. En revanche, et je me demande si c'est pas à la suite de notre conversation où j'ai fait quelques petites recherches pour organiser cette matinée, eh bien il semblerait que dans certains cas, les logiciels de Photoshop, d'Adobe permettent de le faire. Est-ce qu'ils peuvent le faire, quelle que soit la marque de l'appareil photo, avec toutes sortes de fichiers? Je ne sais pas. Donc là aussi, je sors mon deuxième joker. J'en avais deux, hein, c'est ça. Je sers mon deuxième joker. Mais là, c'est marrant. Plus, là, hein. Et l'émission n'est pas finie, donc attention. Ben ouais, elle n'est pas terminée. Et c'est en fait ce qui est amusant, ce qui est vachement intéressant là, je trouve, c'est que vraiment, je me sens très proche du monde amateur dont j'étais il y a 20 ans. Et j'essaye toujours, en tant que pédagogue, d'avoir je pense toujours à ma mère quand j'essaye d'expliquer quelque chose. Et donc, il y a quelque chose qui me relie avec la plus haute utilisation possible de nos différents outils. Et donc, comme moi, j'utilise ce genre de technique, c'est évidemment parce que j'en ai besoin. Là, j'ai même pas cherché à savoir si on pouvait le faire avec d'autres logiciels pour que ça soit plus simple. Et là, c'est vrai que c'est ma limite d'utilisateur. Je vais chercher ce qui se fait de mieux, donc le logiciel Fuji dans mon cas, avec le matériel Fuji. Donc, j'ai pas été tellement plus loin pour savoir s'il y avait des passerelles encore plus simples. Mais toi, là, c'est presque pour moi contradictoire. Il y a un moment où on est dans une démarche de qualité, et puis après, on va quand même essayer de gratter un petit peu, presque de manière mesquine. Oh, je vais quand même gratter quelques secondes pour aller sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Tu vois, moi, il y a quelque chose où je me dis, tiens, c'est marrant. Je n'ai pas pensé avec ma façon dont mon cerveau est câblé. J'ai pas cherché à savoir s'il y avait encore plus rapide, plus pratique, plus machin. Donc voilà. Moi, là, d'où mon deuxième joker. Mais vraiment, donc je te donne la parole, mon cher Arthur, parce qu'il me semble que toi, tu as des informations que je n'ai pas. Eh ben, pas plus que toi, figure-toi. Oh mince. Tout le monde sort son joker. Tout le monde sort son joker. Ouais. Je crois que dans certains cas, on peut, le Photoshop avec les fusions HDR, Caméra Raw, voilà, avec Caméra Raw, permet de le faire aussi, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, et on va conclure sur ces mots. Cette technologie, ce travail en post-production, c'est cette manière de fusionner des images, ça fait penser, ça fait écho à d'autres, on va appeler techniques spéciales en photographie numérique, dont tu es expert également.
le HDR et le focus stacking. Tu peux nous dire un mot rapidement sur ces techniques-là aussi? Alors, juste un vraiment tout petit aparté pour revenir. Mon précédent boîtier avait 50 millions de pixels. Et pourquoi là, j'avais vraiment intérêt à utiliser le Pixel Shift? Parce que j'avais remarqué qu'en x4, les images n'étaient pas forcément beaucoup plus belles, mais quelque chose que j'appréciais beaucoup, je faisais x4, mais je revenais à x2 seulement. Un peu comme fait l'iPhone avec son 48 millions de pixels qui devient 24, qui est d'ailleurs très correct. Le 48 millions, les pixels sont tellement petits que l'image n'est pas forcément dingue, mais quand on ramène à plus petit, à 24 millions, on a quelque chose de très qualitatif. Et dans le cas de mon Leica SL2, j'avais du 96 millions, très qualitatif quand je faisais du statique. Donc évidemment avec le 100 millions, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est la partie amélioration des couleurs plutôt que réellement la définition. 100 millions, c'est colossal. En revanche, pour des boîtiers qui n'auraient pas encore de telles définitions, là, le multi-shot peut être vraiment intéressant. Voilà, c'est pour la petite aparté, à quel moment on peut encore avoir besoin du Pixel Shift ou pas. Sur le HDR, bah là aussi, là, je te rejoins, mais à 100%, mon cher Arthur, c'est pourquoi nos boîtiers ne savent pas mieux faire du HDR alors que nos smartphones savent si bien le faire. Donc là, bah, je vois que chez Nikon, on a pris le taureau par les cornes et on essaye d'introduire du HDR de qualité dans des boîtiers qui n'ont pas des puces qui peuvent calculer aussi vite que dans nos smartphones pour améliorer nos photos JPEG. On peut le faire directement sur le boîtier, mais à la condition de travailler en JPEG. Si on veut travailler en RAW, il faut faire plusieurs fichiers et faire la fusion HDR dans Camera Raw, par exemple. Mais moi, j'attends qu'effectivement, il y ait une vraie amélioration de nos boîtiers et que là, je suis vraiment d'accord avec toi, Arthur, qu'il se dépêche un petit peu d'améliorer la qualité JPEG de nos boîtiers, à tel point que quand je sens que j'ai affaire à quelqu'un qui me demande « Arnaud, quel appareil photo je pourrais améliorer par rapport à mon smartphone ?» Mais je leur dis « Mais vous savez, les smartphones d'aujourd'hui sont parfois meilleurs si on cherche 12 millions de pixels, ce qui est déjà très correct pour faire un A4 ou même un A3. » Je leur dis « Souvent, les smartphones de dernière génération sont peut-être meilleurs qu'en JPEG HDR directement sur nos boîtiers qui sont un peu à la traîne selon moi, et donc là je partage ton avis, et j'aimerais vraiment qu'ils s'améliorent, qu'ils bougent un petit peu en mettant des puces un petit peu plus performantes. Donc voilà, pour le HDR, voilà un petit peu mon point de vue. Aujourd'hui, faire du HDR à partir de nos boîtiers n'est pas aussi simple et aussi joli que peuvent le faire nos smartphones. Dit autrement, un smartphone très haut de gamme aujourd'hui, on va être à 1500 €. Quand les gens veulent améliorer la qualité, si on n'a pas au moins 1500 € à mettre dans un pack photo, bon appareil photo, bon objectif, bon zoom, et donc à ce moment-là, on peut se dire, mais finalement, effectivement, où est-ce que je mets mes 1500 € si je veux améliorer la qualité de mes images, alors que je ne suis pas un expert de photographie. Là, je pense qu'on est un peu dans une espèce de ventre mou, et j'ai hâte de voir les prochaines années comment tout ça va se jouer, et si les vendeurs d'appareils photo améliorent considérablement, notamment la prise de vue HDR. Mais justement, ce que tu dis sur le HDR, ça peut être transposé au focus stacking parce qu'il y a donc l'empilement d'images, tu en as déjà parlé voilà. Dans le courant de l'émission, ouais, et tout ce qu'on dit là sur les smartphones. De toute façon, il y a un virage qui a clairement été raté et on le dit depuis longtemps à ces micros. Maintenant, c'est comme ça. Le train est passé. Et on sent que petit à petit, il y a des choses qui sont en train d'être rattrapées, mais il y a encore un sacré chemin à faire. Mais concernant le focus stacking, on peut réaliser de l'empilement de qualité dans les appareils photo, mais là encore, il faut passer par un logiciel externe pour avoir son assemblage final, quoi. Mais tu disais un truc sur la qualité des fichiers. Rappelons quand même que dans les appareils, désormais, on trouve de plus en plus aussi le format HEIF 10 bits, qui est quand même de meilleure qualité que le JPEG, il faut aussi le signaler. Exactement. Ah oui, tout à fait. Oui, tu as raison. Mais inconvénient, voilà, moi je suis dans un environnement Windows et le HEIS HEIC n'est pas aussi compatible, c'est Apple. Mais là, vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, allez, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup, Arnaud, pour toute cette science que tu as cette pédagogie partagée avec nous sur ce sujet pas simple en fait, hein, qui est la photographie ultra haute résolution. J'ai envie de dire pas si compliqué en fait. Mais pas si compliqué non plus. Tu vois, enfin bon. Allez, on passe à la suite et on attaque le débrief.